Eh bien, bonjour à tous. Alors ce matin, on sera trois à prendre la parole sur cette présentation. Je me présente déjà, Antoine Daval. Je suis cofondateur de Collab Studio, qui est une petite structure dont je vais vous parler juste après. Je suis accompagné de Jean Bénédicte, associé chez Collab, et puis avec nous Vladimir Boric, qui est le directeur de l'innovation du territoire de la côte ouest, de la communauté d'agglomération du territoire de la côte ouest, qui prendra également un petit peu la parole pour parler de son territoire et de la démarche telle qu'il l'a vécue. Alors, aujourd'hui, l'idée, c'est de vous parler d'un. Je vais prendre mon micro comme ça. C'est de vous parler d'un concept qui nous est cher, que l'on a co-développé avec la Réunion, le territoire de la Réunion, qui s'intitule la plateforme territoriale de transition écologique, qui est une nouvelle manière, on l'espère, de faciliter la collaboration opérationnelle des acteurs, de tous les acteurs, c'est important, sur les territoires pour la transition écologique. Voilà, un petit mot d'introduction sur nous. Alors pour ça, une petite histoire pour commencer. En 2018, le territoire de la côte ouest, La Réunion, initie sa démarche de contrat de transition écologique. Il fait partie de la première vague des 10 premiers territoires. Alors c'est un peu un pionnier à l'époque, hein, c'est la grande aventure. Et il décide de se lancer sur une démarche particulièrement ouverte d'écoute des initiatives locales sans limite. Voilà. Elle ouvre la boîte et 3 mois plus tard, sur un territoire, pour ceux qui le connaissent, qui a de véritables défis socio-économiques, hein, en termes d'accès à l'emploi, de pauvreté, sur un territoire donc, qui a ces difficultés, on se retrouve avec plus d'une centaine d'organisations qui se positionnent, qui proposent des solutions pertinentes pour la transition écologique, et 40 d'entre elles, en quelques mois, vont réussir à aller jusqu'à contractualiser pour plus de 80 millions d'euros de projets, avec une vraie valeur ajoutée pour la transition écologique, souvent au-delà de ce qu'aurait pu faire la puissance publique seule. Et la moitié de ces fonds ne sont pas de l'argent public, sont de l'argent privé. Et donc, premier message, il y a une vraie envie, une vraie capacité des acteurs locaux, publics et privés, d'aller très loin dans la transition écologique dès qu'on leur permet de collaborer. Alors, pour rentrer dans le vif du sujet de ce qui nous intéresse aujourd'hui, ce qui nous a conduit à parler de plateforme territoriale, le mot plateforme est un mot valise, vous l'entendez tous les jours, c'est beaucoup associé à des plateformes numériques, alors c'est pas de ça qu'on parle, nous on parle d'une organisation pour la collaboration. Alors ça vient d'un premier constat qui est qu'on a beaucoup de postures sur nos territoires, des postures qui nous desservent, où en gros, on a nos prérogatives, notre fonction, et on se concentre beaucoup sur elle, et un peu tout le monde a besoin et l'impression qu'il est au centre. Alors l'État et ses services est au centre parce qu'il travaille à l'échelle des grands enjeux et des engagements nationaux, et qu'il a une vision globale sur le territoire. La collectivité doit être au centre de la transition parce qu'elle est en proximité, les experts parce qu'ils ont le savoir, les entrepreneurs parce qu'ils font, les militants parce qu'ils sont engagés, les citoyens parce qu'il ne faut pas les oublier, et puis les investisseurs parce que c'est quand même le nerf de la guerre. Bref, à la fin de la journée, tout le monde a l'impression, a le sentiment que ça doit un peu tourner autour de lui parce qu'il doit réussir à faire son travail. Et ça donne ça. Quand on regarde de près un territoire, là, c'est une petite modélisation des acteurs qui devraient être impliqués dans le montage d'un CTE lorsqu'on le veut ouvert pour respecter leurs prérogatives. Alors, si vous regardez ce schéma qui est absolument illisible, bien sûr, on se rend compte qu'entre les services de l'État, les collectivités, les agences publiques nationales, les agences publiques locales, les agences privées, les entreprises, les acteurs académiques, etc., on arrive assez vite à plus d'une centaine de personnes qui, si on respectait leurs prérogatives, devraient être invitées à chaque copine. Parce qu'ils ont tous un bout d'innovation, un bout de transition, quand c'est des projets, des sujets finalement assez transverses, assez larges. Et qu'autour de ces 100 personnes qui sont quelque part en support, à minima une bonne partie d'entre elles, il y a seulement 30 vrais porteurs de projets. Et donc on voit apparaître tout de suite deux choses. D'abord la lourdeur quelque part pour le porteur de projet qui se retrouve noyé dans tous ces gens certes très bienveillants, mais qui sont au final beaucoup plus nombreux que lui, et puis c'est quand même lui qui fait à la fin. Et donc, on a un peu toujours ce retour des territoires, et vous l'avez tous entendu quand vous avez travaillé sur vos projets collaboratifs et sur le CTE en particulier, de vos porteurs de projets qui vous boudent un peu parce que tout ça a l'air beaucoup trop compliqué, trop long, trop lourd. Et vous perdez notamment tous les petits porteurs de projets qui, malheureusement, sur les territoires, sont aussi les plus créatifs et les plus porteurs d'emploi local.
Mais on oublie aussi qu'il n'y a pas que qui souffrent en réalité dans cette complexité. Les agents, la collectivité, mais aussi les agents vous-même, agents au service de l'État. En réalité, vous avez vous-même votre petit parcours du combattant parce que vous devez composer avec tout le monde. Et on se rend compte, et je vais citer vraiment le cas du territoire de la côte ouest, hein, le porteur de projet à l'époque, avant l'arrivée de Vladimir, qui s'occupait du montage du CTE, a, a fait un burn-out. Il a été arrêté pendant presque un mois parce que tout ceci devenait absolument ingérable. Donc, c'est un constat important. En l'état, si on respecte nos prérogatives et nos fonctionnements administratifs, on se, on se contraint et on souffre de cette complexité. Donc on a choisi de travailler directement ça, ce problème d'organisation, en prenant un parti pris assez fort, qui est de dire au fond, on s'en fiche un peu des prérogatives et des rôles. Alors on doit les connaître, parce qu'ils ont une réalité juridique, institutionnelle, mais on doit surtout se demander quel rôle fondamental, réel, joue chacun d'entre nous, et on peut en jouer beaucoup, des différents, sur le territoire, dans la temporalité d'un projet. Et repartir gentiment de ça et créer ce qu'on appelait des parcours, c'est vraiment des méthodes de design de service, pour ceux qui connaissent, hein, repenser les parcours du porteur de projet, du financeur, de l'opérateur, de la politique publique et des services de l'État. Alors, on a fait une petite vidéo, et sans plus attendre, on rentre dans le vif du sujet. Là, ça va être de vous partager sur la demi-heure qui reste ce qui s'est passé en réel sur le territoire de la côte ouest, comment on a commencé à le mettre en œuvre. Et pour démarrer, je vais passer la parole à Vladimir Boric, qui va vous parler déjà du contexte de son territoire et de pourquoi et comment il a voulu se lancer dans cette aventure. Vladimir, la parole est à toi. Oui, vous m'entendez? Bonjour à Oui. tous, meilleurs vœux. Oui, ben, merci Antoine, merci à vous tous pour cette possibilité d'évoquer ce territoire de la côte ouest. Donc, le territoire de la côte ouest, c'est l'un des 5 EPCI de l'île de la Réunion, qui regroupe 5 communes, donc sur l'ouest de l'île, avec 220 000 habitants. C'est une agglomération qui a pas mal de spécificités, une agglomération entre mer et montagne, qui va de 0 à près de 3000 mètres d'altitude, qui, comme la plupart de ces agglomérations en bord de mer, vit une concentration urbaine très importante sur son axe littoral, avec des problématiques de mobilité, enfin toutes les problématiques d'infrastructure que l'on connaît, qui est la station balnéaire de l'île de la Réunion, puisque c'est effectivement l'agglomération qui accueille la plupart des plages, le lagon principal de l'île et autres. C'est aussi une agglomération qui a un enjeu très très fort, situé en son cœur d'agglomération, c'est-à-dire le projet d'écocité, qui a fait partie des projets écocités labellisés dans la phase 2009-2010 avec les labellisations villes de demain au titre du PIA. Et qui a un projet qui a une certaine particularité, puisque c'est un projet qui s'étend sur 5000 hectares, donc en cœur d'agglomération, les 3 principales communes, Le Port, La Possession et Saint-Paul, et un projet qui aujourd'hui bénéficie d'une maîtrise foncière très importante, puisque sur les 500 premiers hectares aménagés, la maîtrise est quasiment totale. Donc on est sur un potentiel de développement, d'aménagement de la ville durable, tropicale et insulaire, puisque c'est globalement l'objectif du projet, qui aujourd'hui est en phase de réalisation, avec depuis l'année dernière la création d'un groupement d'intérêt public qui est chargé de coordonner la mise en œuvre de ce programme d'aménagement avec les différents maîtres d'ouvrage que sont le territoire de la côte ouest, donc l'agglomération dont je fais partie, mais aussi les 3 communes, la région, le département, qui sont chacun propriétaires d'une partie de ces fonciers maîtrisés aujourd'hui. Et ce groupement d'intérêt public, ça a été un atout pour nous, c'est un atout pour nous, puisqu'il permet effectivement, c'est un cercle de coopération déjà efficace et politique efficace entre l'État, la région, les communes, l'agglomération, la Caisse des dépôts et conciliation, enfin l'ensemble des partenaires. Voilà, donc c'est un territoire insulaire, c'est une micro-région qui vit l'ensemble des problématiques qu'on peut vivre sur une île en matière d'énergétique, en matière énergétique, pardon, en matière de mobilité, en matière d'économie circulaire, de gestion des déchets, de gestion des ressources. Enfin voilà, c'est une sensibilité et une résilience
bien sûr, qui est nécessaire. Alors, le territoire, à côté de ce programme d'aménagement, a développé, on voit dans le slide suivant, c'est toujours très investi dans des démarches d'innovation et notamment à partir de 2018-2019, les contrats de transition écologique et sur 2019, territoire d'industrie. Comme le disait Antoine tout à l'heure, qui a participé à l'émergence de ce travail-là, ces actions d'animation de territoire qui ont permis à l'agglomération de prendre un rôle d'animateur, d'initiateur de projet, a été le révélateur d'une vraie mobilisation locale. D'une part, une mobilisation institutionnelle, puisque la coopération et la nécessité de mettre en place un projet de territoire et une stratégie pour la transition écologique et industrielle a mobilisé tout le monde. Les services de l'État local, qui sont vraiment des acteurs très importants et qui se mobilisent très fortement depuis le début, mais les services de la région et autres. Et puis, à l'issue d'un appel à projet, ça a révélé une vraie volonté d'acteurs du territoire, que ce soit des associations d'acteurs engagés dans la transition écologique ou des entreprises qui sont pleinement conscientes de l'impact de leur fonctionnement. Et c'est comme ça qu'après un simple premier appel à projet, dans le cadre du contrat de transition écologique, le territoire de la côte ouest s'est vu devoir travailler avec près de 130, un peu plus de 130 projets. 60% de ces projets-là étant portés par des partenaires privés, notamment des entreprises, et des projets qui étaient alors, soit en cours de réalisation, soit qui étaient programmés. Donc, il y a eu un enjeu très très fort et on s'est rendu compte de la richesse d'un écosystème qui souhaitait qu'une chose, c'était pouvoir mieux travailler. La chose a été à peu près identique avec territoire d'industrie. Ce qui était particulier avec territoire d'industrie, c'est que dès l'origine, l'association du développement industriel de Lille, qui est aujourd'hui l'association importante en matière industrielle, s'est associée au TCO, donc à l'agglomération du TCO, pour porter un projet autour de la transition industrielle. Et ces deux projets se sont côtoyés pendant un moment. Et à la faveur de ce que je vous présentais au début, c'est-à-dire du projet d'aménagement de l'écocité tropicale et insulaire, on s'est dit que c'était le moment justement d'intégrer et d'articuler tout ça. Donc dès la signature en clair de ces documents, qui est intervenue à l'été et fin 2019, on a immédiatement commencé à travailler sur l'intégration et l'articulation autour de ça, en se disant que au-delà des actions et des projets, ce qui était important, c'était la dynamique que cet élan sur le territoire pouvait imprimer durablement. Notre objectif, c'est pas de faire de la transition, de faire des projets écologiques pour faire des projets écologiques, c'est de bâtir un nouveau modèle de développement territorial, un nouveau projet de développement territorial qui met la transition écologique, qui met le durable au cœur du dispositif. Et on s'est dit effectivement, dans la ligne de ce que vous présentez Antoine tout à l'heure, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il a accompagné le territoire et que Collab, le studio, nous a accompagnés et continue de nous accompagner d'ailleurs là-dessus. L'idée, c'était de bâtir un dispositif, un écosystème, un fonctionnement qui puisse s'inscrire dans la durée. Donc c'est l'objet de la plateforme, qui n'est pas un objet administratif de plus, mais qui est en fait une organisation, une coopération pour faire en sorte que l'ensemble des acteurs en charge de ces projets-là, que ce soit des acteurs institutionnels ou des porteurs de projets, puissent travailler, prendre l'investisseur qui fait du family business et qui s'est retrouvé à la même table que l'association un peu alter sur les questions de recyclage, puisque c'est l'exemple qu'on citait la dernière fois, mais qui est un exemple parlant, et qui ont travaillé ensemble pour aboutir à l'idée, pourquoi pas, de la création d'un fonds citoyen local d'investissement dans les projets de transition énergétique ou autre. C'est l'aménageur qui va travailler avec la structure pépinière d'horticulture du secteur pour créer une ferme urbaine durable alliant énergie et aquaponie. Et donc, ce qui ressort, je trouve, dans ce que tu dis, dans ce que disait Vladimir, c'est que, et ce qu'on voit sur quasiment, enfin, tous les territoires que l'on accompagne par ailleurs, quelle que soit leur taille, y compris les territoires extrêmement ruraux, isolés, c'est que vous tous sur vos territoires, vous avez énormément de ce qu'on appelle nous des actifs. Vous avez des actifs, aussi bien des projets d'aménagement que des équipements ou des ressources en propre qui sont riches et qui sont extrêmement utiles à tous
pour réussir la transition écologique. Et au fond, une plateforme qui réussit son pari, c'est une plateforme qui les révèle et qui les met à disposition. Et les exemples que donnait Vladimir sont très parlants. C'est quand on se rend compte qu'au fond, le grand port industriel, c'est pas juste un endroit où on reçoit des conteneurs et on dessert l'île dans tous ses biens de première nécessité, c'est sa fonction première. C'est aussi un fabuleux terrain de jeu pour un collectif qui veut faire de l'économie sociale et solidaire, ou pour un petit industriel, une start-up qui veut tester une solution innovante, parce que voilà, le port s'y prête bien. Et donc, c'est aussi de décupler les valeurs de chaque chose que vous avez sur votre territoire. Et vous avez en vrai beaucoup de choses sur vos territoires. Alors du coup, dans la démarche, et rentrons maintenant dans comment on le fait, il y a une question dans le chat sur laquelle on reviendra, c'est que des démarches d'intelligence collective sur les territoires, ça existe, hein, c'est pas la seule qu'on va vous présenter là, elles ont toutes des prismes d'attaque différentes. On va vous présenter dans le détail la nôtre. Alors la nôtre, d'ailleurs, c'est pas la nôtre, hein, c'est inspiré de beaucoup de travaux d'autres organisations. Et puis on pourra revenir sur ce que ça vous inspire de similaire ou ce que ça interroge de votre côté. Alors, notre démarche d'intelligence collective, elle suit classiquement trois choses. La première, c'est de cartographier alors ces fameux actifs qui sont soit des équipements, soit des gens, des compétences sur votre territoire, en dépassant, je vous l'ai dit en introduction, les prérogatives et les usages premiers de ces compétences et de ces objets. Ensuite, c'est d'embarquer. Il ne s'agit pas simplement de savoir ce que vous avez, il faut être capable de le mobiliser dans la plus grande variété possible d'acteurs. Et enfin, responsabiliser. Quand on sort de la démarche, on n'a pas juste identifié les projets possibles, quelqu'un a dû lever la main dans la salle et prendre la responsabilité et le faire. Voilà, ce n'est pas la collectivité qui porte tout à bout de bras, et encore moins un consultant ou un chercheur. Alors, pour ceux qui ne sont pas familiers de ça, un mot sur le design et pourquoi on y a recours. C'est, je pense, assez bien résumé par la petite photo de droite. Je suis même ingénieur, donc je me permets de casser du sucre sur mes camarades. On voit le joli chemin au cordon et à l'équerre à droite qui a été pensé et planifié et dimensionné par de l'ingénierie urbaine. Et puis, il y a l'utilisateur qui tranquillement fait son petit sentier à gauche parce qu'après tout, c'est là que c'est pratique de passer. Bon, en gros, ça résume bien la démarche de design qui va être de se poser la question en permanence de, au fond, pourquoi on fait les choses et d'aller poser la question du pourquoi et du comment aux premiers intéressés, c'est-à-dire les acteurs du territoire. Ça suit 5 étapes, classiquement, qui est l'empathie, prendre le temps de définir, redéfinir les problèmes, faire de l'idéation, prototyper et tester, et j'insiste sur les derniers. On va voir qu'une grosse partie des enjeux que Vladimir a également abordé, c'est pas tellement de trouver des solutions, ça on est assez fort, hein. En France en général on trouve assez bien les solutions, c'est de les mettre en œuvre et de les mettre en œuvre très vite avant qu'elles soient parfaitement prêtes, parce qu'on n'aime pas trop prendre des risques, alors que si, pour être efficace, il faut accepter de se tromper, de tester, d'expérimenter rapidement. Alors, hop, je passe la parole à Jean, qui va vous donner dans le détail la façon dont ça s'est passé à La Réunion. Merci Antoine. Donc vous avez ici la méthode globale qui a été utilisée en quelques mois pour initier et amorcer cette plateforme à La Réunion. Donc je vais rentrer un peu ensuite dans le détail de chacune des étapes, mais vous retrouvez les grandes phases qu'a décrit Antoine, qui sont la cartographie un peu et le diagnostic du territoire à travers l'analyse des dispositifs existants. Donc il y en a plusieurs qui ont été cités, ils vont varier selon les territoires, mais comme disait Vladimir, il y avait déjà un gros potentiel avec les démarches initiées par le contrat de transition écologique, territoire d'industrie, le GIP Écocité, mais il y en a d'autres qui ont été cités dans le chat sur les territoires. Il peut y avoir plein d'autres dispositifs qui sont déjà existants et qui vont fortement contribuer à la réussite de cette plateforme. Ça peut être des événements, ça peut être des tiers-lieux, des Fab Labs, des différentes bourses. Donc voilà, on a pris un petit temps pour analyser ce qui était existant. Et puis très rapidement, on a rencontré une grosse trentaine d'acteurs du territoire, des acteurs très variés d'un peu tout horizon, pour comprendre, avoir leur retour d'expérience sur le fonctionnement de ces dispositifs. Voilà, qu'est-ce qu'ils trouvaient positif, qu'est-ce qui fonctionnait dans ces dispositifs, qu'est-ce qui facilitait leur activité au quotidien, qu'est-ce qui facilitait la conduite de leur projet, et à l'inverse, qu'est-ce qui fonctionnait mal ou qu'est-ce qu'ils aimeraient voir émerger comme solution sur le territoire. Puis on est rapidement passé dans une phase de co-construction où on a embarqué tous ces acteurs et on les a mis ensemble pour qu'ils dessinent, au travers d'ateliers, des propositions concrètes et opérationnelles sur le territoire.
Et enfin, on a une dernière phase dans laquelle on est aujourd'hui, qui est le plan d'action, la stratégie agile et la mise en œuvre de ces premières actions. On va passer à la slide suivante. Donc, pour travailler avec tous ces acteurs du territoire, vous avez vu que c'est pas évident parce qu'il y en a une multitude. Ce qu'on a vu sur le schéma que nous a présenté Antoine. Donc, on a pris le parti de travailler avec la méthode des personas. Donc, ce qui est en fait, en travaillant à travers un prisme de rôle et non pas d'entité, on va pouvoir avoir une vision assez représentative des acteurs du territoire, de chacun de leurs rôles, et comprendre plus facilement leurs besoins, leurs enjeux. Donc, on a identifié 4 grands rôles qui sont assez classiques sur les territoires, hein, qui sont ceux de porteurs de projet, qui est assez explicite, celui de catalyseur, qui va être un rôle d'accompagnement des projets, de mise en relation, de création de réseaux, et puis un rôle de financeur et d'expert. Chaque acteur pouvant, suivant ses activités, prendre les différentes casquettes au cours d'une même journée. Un porteur de politique publique, par exemple, une collectivité peut à la fois être porteur de projet, peut parfois financer des projets, peut également être catalyseur, et ça va être le cas pour beaucoup d'entités. Donc, on a choisi, à travers ce prisme-là, sélectionner une trentaine d'acteurs que vous voyez ici et de rapidement conduire des entretiens avec eux. Donc, on a mené des entretiens entre 1 heure et 2 heures avec chacun. Des entretiens qui ont été très riches, qui, comme je vous le disais, dans l'objectif, c'était d'une part, comprendre un peu et les écouter et les faire parler librement sur le retour d'expérience qu'ils avaient sur les dispositifs qui étaient existants, qui nous citent un peu, qui nous expriment un peu leurs manques ou leurs attentes sur le territoire pour faciliter leurs activités quotidiennes. Et puis aussi qui nous présentent ce qu'eux font déjà, ce qu'ils mettent à disposition, qui est l'offre de la plateforme. En fait, comment eux déjà, beaucoup d'acteurs ont déjà des activités qui facilitent la conduite de projets sur le territoire, qui ont des mécanismes de collaboration qui leur sont propres avec d'autres acteurs. Donc ça a été des entretiens qui ont été très riches. Ça nous a donné beaucoup de matière. Et donc, on a synthétisé tous ces entretiens dans des fiches qu'on appelle les fiches acteurs que vous voyez ici. On fera un petit zoom juste derrière. Et pour dire également que cette phase de diagnostic, elle ne sert pas uniquement qu'à cartographier, à comprendre comment fonctionne le territoire. C'est déjà une phase où on embarque en fait les acteurs. D'une part parce qu'on les intéresse à cette démarche et on leur fait bien comprendre que ce n'est pas un outil administratif de plus, mais que le but, c'est de les aider vraiment dans leur quotidien et dans leur activité, de donner plus de cohérence et de lisibilité à tous les dispositifs existants. Et puis, toutes ces fiches que vous voyez là, elles sont disponibles sur un petit espace web qui est dédié au projet de la réunion qu'on vous présentera ensuite, dans lequel chacun des acteurs va pouvoir consulter les fiches de ses homologues et des autres acteurs sur le territoire et déjà constater qu'en fait, il n'est pas le seul à avoir certains de ses besoins. Il y a parfois des besoins qui sont très partagés, notamment des attentes de collaboration. Hein. On n'a pas été surpris, mais c'était quelque chose de très fort chez beaucoup des acteurs de pouvoir collaborer plus facilement avec tout type d'acteurs du territoire. Donc, sur ces fiches, vous allez retrouver à gauche une description assez rapide de l'acteur, des verbatims qui sont ressortis assez fortement et qui sont très intéressants, notamment pour les élus, hein, pour avoir en un coup d'œil quelles sont les attentes, les phrases chocs de ces acteurs sur leur ressenti sur le territoire. En haut à droite, des petits focus sur des projets qui semblent intéressants dans cette démarche-là, qui sont des réussites, des succès ou des échecs, mais qui en tout cas sont inspirants. Et puis le plus intéressant, en bas, vous allez retrouver dans le carré bleu quelles sont ses attentes de cette plateforme sur le territoire. Et à droite, qu'est-ce que lui pourrait proposer au sein de cette plateforme. Donc, ce n'est pas vraiment qu'est-ce que j'attends, c'est aussi qu'est-ce que je pourrais donner à cette plateforme. Et donc, c'est une manière de les embarquer. Voilà, l'étape suivante, ça a été d'organiser un atelier de co-construction des solutions de cette future plateforme pour le territoire. Et donc, ça a été l'occasion de réunir ces 30 acteurs pour déjà leur partager un peu le retour de ce que nous, on avait identifié dans cette première phase de diagnostic, de leur faire se rendre compte que, comme je vous disais tout à l'heure, qu'ils ont des attentes qui sont similaires en fait, sur le territoire et déjà d'amorcer une première collaboration d'acteurs qui n'ont pas forcément l'habitude de se rencontrer. Donc cet atelier, c'était aussi un prétexte pour ça, pour initier ces premiers échanges, cette première collaboration, une première communauté. Et donc, comment s'est déroulé cet atelier? Déjà, on devait se rendre à la réunion tout début novembre et puis la veille de notre départ, il y a un deuxième confinement qui était annoncé. Donc, on a rebondi et on a organisé tout ça en ligne. Donc, c'était un atelier d'une journée avec les 30 acteurs que je vous ai présentés précédemment, qui sont des acteurs privés, associatifs, publics,
avec un peu toutes les fonctions d'un territoire. Donc, on a utilisé différents outils qui fonctionnent bien, hein, qui sont disponibles aussi. Tous nos templates sont disponibles sur notre centre de ressources. Donc, on a utilisé notamment Klaxoon. Et donc, il y a eu plusieurs grandes étapes au cours de cet atelier. La première qui a été des petits temps d'inspiration. Quelques exemples que peut vous présenter Antoine. Ouais, je reprends la main une seconde. Sur cette idée d'inspiration et de fertilisation croisée, on utilise parfois ce mot. Je vous le présente un peu parce que du coup il est concret. Vous retrouvez ici sur ce schéma ces fameux rôles des collectivités, des financeurs, des catalyseurs. Et donc je vous raconte l'histoire. Ça commence avec un tiers-lieu, une association qui s'appelle les Rencontres Alternatives, qui porte un tiers-lieu qui s'appelle la Raffinerie, qui est une ancienne friche industrielle réhabilitée. Et dans ce tiers-lieu, la raffinerie organise des ateliers co-créatifs pour transformer des matériaux de seconde vie, en l'occurrence des palettes, de logistique, pour en faire des abribus, donc en faisant travailler les étudiants de l'école d'architecture, des designers locaux et des membres de l'association. Ça aboutit à des concepts vraiment intéressants, documentés, presque homologables, d'abribus faits avec ces résidus de palette. Ça pourrait s'arrêter là, mais dans la foulée, la plateforme permet à la collectivité d'abord de se rendre compte que cette initiative existe et de partager avec cette association son besoin qui est de dire mais moi j'aménage une écocité et en particulier j'ai des aménagements éphémères. J'ai des boulevards entiers sur lesquels je suis preneur d'avoir des abribus au moins éphémères, pourquoi pas durables d'ailleurs. Et donc je pourrais tester votre objet qui est après tout très intéressant. À ça s'ajoute un autre acteur, qui est également un catalyseur, qui est une association qui s'appelle Synergie Pays, dont le job est d'aider les personnes qui sont en retour à l'emploi ou des petits entrepreneurs locaux à, en gros, initier leur business, initier leur écologie. Qui, du coup, dit, voilà, il y a un concept qui a été développé par des étudiants, qui est là, à portée de main. La ressource palette est à portée de main, elle est rentable, et il y a une commande possible à la collectivité. Lancez-vous, on vous aidera en mode incubation. Et à ça s'ajoute un dernier acteur qui est un financeur associatif qui s'appelle France Active, à La Réunion qui s'appelle Réunion Active. Je pense que vous en avez des succursales sur tous vos territoires, dont le job est de financer l'amorçage par des petits tickets de 50 jusqu'à 100 000 euros ou par des garanties de prêt. Et donc, séparément, chacune de ces actions fonctionne, elle existe, mais ensemble, elle génère un potentiel, c'est le fameux 1+1 égale 3, très supérieur. Et donc ça, c'est vraiment ce qu'on va aller chercher dans la dynamique de plateforme. Et vous le voyez, c'est pas un acteur qui porte ça. C'est pas la collectivité qui a créé son grand lab, qui fait des AMI, anticipe tout ça, planifie tout ça. Non, on fait en sorte, par la mise en relation, que ça se fasse spontanément avec les actions et les capacités de chacun. Et donc, très concrètement, suite à cette première phase d'inspiration, comment tous les acteurs sont arrivés à construire différentes solutions pour le territoire? On les a fait travailler en groupe, donc à travers 3 groupes, et on a utilisé des méthodes du design en fait, pour être sûr que les solutions qu'ils allaient imaginer étaient des solutions qui répondaient à un vrai besoin opérationnel. Et donc, on les a mis dans des groupes où on a demandé à chaque groupe de se mettre dans la peau pour toute une journée d'un personnage qu'on avait créé auparavant à l'issue des entretiens. Et donc, vous avez par exemple ici un premier personnage qui est Marie-Domine. Donc, on va aller un peu loin dans la description de ce personnage pour que ce soit assez simple de se mettre dans sa peau. Donc là, par exemple, c'est une chargée de mission donc, du groupement d'intérêt public de l'écocité. Donc voilà, c'est elle qui s'occupe notamment de la mise en œuvre des appels à projets innovants. Elle habite à La Possession, elle a 37 ans. Elle a une sensibilité environnementale très forte, mais a un peu de mal à collaborer avec les acteurs économiques locaux. Et idem pour 2 autres personnages. Donc, on a une directrice de PME et un investisseur. Et donc, dans chaque groupe, il va y avoir des représentants d'un peu tous les personnages. Donc, on va avoir volontairement, on ne va pas mettre les financeurs dans le groupe financeur pour qu'ils sortent un peu de leur rôle et qu'on décloisonne, qu'on désilote un peu ces métiers qui n'ont pas forcément l'habitude de collaborer. Donc, on va avoir une première phase qui est une carte d'empathie sur laquelle je ne m'attarde pas trop, mais dont l'objectif, ça va être de vraiment leur faire comprendre les problématiques, les besoins, les aider à rentrer dans la peau de ce personnage-là pour les étapes suivantes. Et ensuite, très rapidement, on va les faire réfléchir
à travers des parcours qu'on a construits, donc les parcours utilisateurs dont vous a parlé Antoine en introduction, qui sont en fait les grandes étapes de l'activité de chacun des personnages. Donc pour Marie, par exemple, qui travaille pour une collectivité, ça va être de planifier l'aménagement du territoire, de consulter les offreurs de solutions, d'accompagner les porteurs de projets et d'évaluer son projet. Donc c'est les grandes étapes qu'on a imaginées pour le parcours de Marie. C'est des étapes qu'on a dessinées suite aux entretiens avec les ateliers. Et on a fait en sorte que les parcours de chacun des 3 personnages aient des points de convergence pour que voilà, il y ait des idées qui répondent aux problématiques de chacun de ces personnages-là. Et donc la première phase pour tous les participants de ce groupe, ça a été de réfléchir à ce qu'on appelle les points de douleur, les pain points, que va rencontrer Marie à chacune de ces étapes. Et donc ça va permettre dans un deuxième temps de les faire réfléchir à des solutions qui sont très concrètes et qui vont répondre à un besoin, une problématique qu'ils ont identifiée auparavant. Donc de cette manière-là, ils ont, vous voyez, c'est les post-it verts, ils ont dans un second temps proposé une dizaine, quinzaine d'actions, de solutions, d'idées très opérationnelles, très concrètes, en réponse à un besoin qui avait été identifié auparavant. Donc ça a été très riche. Il y a eu des phases de restitution où chaque groupe présentait ses solutions, ce qui a donné lieu en gros à une bonne trentaine d'idées qui pourraient être mises en œuvre sur le territoire. Et on est encore allé un peu plus loin puisqu'il restait une fin d'après-midi où on les a fait voter pour que chacun choisisse un peu l'action qui lui tenait le plus à cœur, qu'il trouvait la plus intéressante ou qu'il avait le plus envie de creuser ou qui était la plus intéressante à mettre en œuvre rapidement sur le territoire. Et la deuxième partie d'après-midi, ils ont travaillé à concrètement rendre cette solution très opérationnelle à travers un nouveau template que vous avez là, qui est accessible également, qui est ce qu'on appelle la fiche service, et où ils vont commencer à se poser des questions très concrètes de comment on met en œuvre cette solution, qui la porte, qui est vraiment le référent de cette solution, où est-ce qu'elle a lieu, est-ce que c'est numérique, physique, si oui, dans quel lieu, qui est associé à cette démarche, à quelle fréquence, est-ce qu'il y a un volet en ligne. On les fait également réfléchir à des premiers indicateurs qui vont permettre d'évaluer si cette solution elle fonctionne bien et de la re-questionner régulièrement. Et enfin, dernière étape, on profite du fait que dans cet atelier-là, il y a déjà une trentaine d'acteurs très représentatifs du territoire pour que chaque groupe qui travaille sur une solution se pose la question de quels sont les besoins pour mettre en œuvre cette solution. Et bien, comme les acteurs sont là, on va profiter de l'atelier pour aller leur demander si, par exemple, il y a besoin d'un lieu pour organiser les événements autour de cette solution-là. Et directement dans la séance, ils vont aller voir les porteurs d'une association qui s'occupe d'un tiers-lieu qui est la raffinerie pour leur demander si ça leur semble cohérent, si ça leur semble faisable, sans engagement bien sûr, mais voilà, si c'est possible de mettre en œuvre cette solution. Et donc à la fin, on se retrouve avec 3 propositions de services qui sont très détaillées, très opérationnelles et surtout dont les acteurs se sont saisis. Et à la sortie de cet atelier, il y a vraiment une dynamique qui est initiée où en fait, sans même l'apport de la collectivité, ces acteurs ont envie de poursuivre et ils ont vu que c'était possible de mettre en œuvre des solutions collectivement. Et ils s'en saisissent et ils ont envie de les porter à la suite de cet atelier. Alors, on a quasiment fini, on a fini pour la méthode. Du coup, je donne quelques exemples de ce que ça donne. Avant de le dire, j'insiste sur peut-être une des choses importantes dans cette démarche, c'est le temps. Le temps qui est très important pour nous et pour ces acteurs qui n'ont pas le temps en fait, quand on est petite PME ou même une petite asso bénévole, on n'a pas le temps de rentrer dans du montage de dossiers complexes. Ce qui est très important, c'est que ça aille vite. Et là, en l'occurrence, sur le TCO, la phase d'entretien, c'est un mois et demi pendant l'été et les vacances, donc ça peut être plus court que ça. Sur le cas du Pays de Montreux, dont on parlera 5 minutes après, c'est 2 semaines. Ensuite, la phase de conception et d'atelier, pareil, c'est quelques semaines. L'atelier lui-même, c'est une journée. Alors, c'est intense, Vladimir vous le dira, à la fin de la journée, tout le monde est heureux, mais fatigué. Et la mise en œuvre des actions derrière, pareil, c'est potentiellement les premières, elles démarrent la semaine suivante ou les 2 semaines qui suivent. Donc, c'est très rapide, ça permet vraiment de se donner un petit coup d'énergie et pas de retomber dans de la recherche et de la planification à temps long. Voilà. Et donc, ça donne, par exemple, sur La Réunion, alors des choses qui existaient déjà. Par exemple, le dispositif Créolable, que Vladimir n'a pas cité, je crois, qui est l'appel à projets urbains innovants, qui s'appuie sur l'écocité pour dire il y a des fonciers qu'on va mettre à disposition autour d'une thématique un peu prioritaire, puis on va écouter les propositions du terrain et faire collaborer des grands comptes avec des petits acteurs locaux.
pour innover. Bon, bah ça, par exemple, c'était quelque chose que la collectivité avait dans ses tiroirs, mais qu'on a pu réintégrer dans le dispositif global et du coup qui peut s'appuyer sur une communauté déjà hyper impliquée pour répondre à l'appel à projet, même quand on est tout petit. D'autres dispositifs, il y a un dispositif de territoire d'expérimentation qui sera porté par un tiers, qui a ou qui vient de contractualiser, je ne sais pas exactement où c'en est, mais voilà, ça va très vite. Des tiers-lieux qui, pour certains, existaient, pour d'autres vont être construits, mais vont surtout être mis en réseau avec des programmations communes. Donc voilà, des actifs du territoire qui auraient existé de toute façon, mais qui sont valorisés davantage et autrement. La bourse, Vladimir parlait de la création d'un fonds participatif. Alors, ce qui est amusant, c'est, Vladimir l'a dit, je ne vous refais pas l'anecdote, mais effectivement, c'est la rencontre entre des acteurs dont je qualifierais qu'ils sont sérieux, à savoir le directeur de la banque du crédit local, du crédit agricole, la banque des territoires, des acteurs spécialisés dans la finance, mais aussi des petits acteurs associatifs locaux qui, ensemble, vraiment en séance, inventent un concept et le crédibilise, parce que si ça avait juste été le petit collectif local qui dit faisons un fonds participatif, ça paraîtrait un petit peu utopique. Mais comme derrière il y a la Banque des territoires qui dit mais absolument monsieur, alors c'est juste que nous on va pas le lancer parce qu'on n'a pas l'AMI, mais par contre si vous le lancez on vous appuiera et on l'abondera un peu, d'un seul coup ça devient crédible. Je passe un peu vite. Des stratégies du bon achat sur la commande publique. Voilà. Et alors du coup pour finir, un mot sur ce côté partage et suivi en ligne. Alors le mieux d'ailleurs, c'est que je vous le montre. Hop, je vais juste faire évoluer mon partage d'écran. Voilà. Donc tout ce que je vous racontais, tout ce qu'on vous a raconté, nous on a un peu la phobie du rapport. On n'aime pas trop les rapports parce qu'ils finissent souvent pour caler une table ou dans un tiroir, et donc on ne fait pas de rapport ou très peu. Tout ce que l'on fait, on le met en ligne, et on le met en ligne de manière interactive. Donc chaque support est disponible, mais aussi tous les contenus. On vous parlait de fiches actions, de fiches acteurs, pardon. À mesure qu'elles sont validées par les acteurs, elles sont disponibles sur un petit portail qui est gratuit, où les gens se baladent, peuvent découvrir les actions des uns et des autres. Tous les projets qui sont décidés, les grandes décisions communes, elles sont actées. Les acteurs peuvent se connecter, commenter et valider. Et les fameux projets, les fiches projets que vous retrouvez là, qu'on vous a présenté en séance, elles existent. Elles sont en ligne et il y a un petit tableau de bord et on peut en suivre en live l'évolution. Donc depuis leur idéation première, le fait qu'elles ont passé par un stade de co-construction et que des acteurs s'en sont saisis, et puis progressivement qu'elles sont expérimentées et ou validées. Je reviens sur la présentation pour finir. Voilà. Normalement, vous revoyez mon écran. Donc ça, je passe. L'objectif, encore une fois, c'est pas juste de faire une étude. D'abord, on ne fait pas ça chez Collab non plus. C'est tout doit être mis en œuvre avec un déploiement agile, on regarde ce qui se passe. Et donc, ça peut aller assez loin. Je termine par ça, parce que dans le contexte, on parle beaucoup des CRTE, qui va être un peu la suite, on va dire, des CTE et du plan de relance. Sur les autres territoires sur lesquels on a travaillé récemment, on a même on a fait évoluer nos templates, en gros, pour emmener les différents participants à aller jusqu'à transformer leur petite fiche d'action en une fiche quasiment déposable dans le cadre d'un dossier CRTE avec des plans de financement et des plannings où on les fait itérer avec les financeurs locaux et les personnes de l'administration pour un peu en live commencer à initier leur fiche projet et pouvoir le déployer. Donc ça peut aller jusque-là, ça peut vraiment être très opérationnel. Le cas que vous voyez à l'écran avec un plan d'action sur 3 ans a été sorti en 2 semaines. Et il est soutenu devant les élus la semaine prochaine. Hop. Donc ça pose des questions, bien sûr, et du coup on va vous les poser juste après. Ça pose des questions de la gouvernance. Ces dispositifs très ouverts se prêtent pas bien, et c'est surtout pas le but, à de nouveaux comités de pilotage. Alors, il en faut un quand même pour suivre au long cours, mais on va travailler dans les mois qui viennent, au sens nous, mais pas que nous, le TCO, dans le cadre de sa candidature PIA, va réfléchir à quelles sont les organisations cibles. Il y a des pistes sur, par exemple, les sociétés coopératives d'intérêt collectif, d'autres formats de gouvernance qui permettent un peu à tous
de prendre part à la vie de ces plateformes. Et enfin, et ça pose pas une question, mais plutôt un constat, c'est que pour que tout ceci soit aussi riche que possible, on fait en sorte que chacun de ces territoires puisse se mettre en réseau et mutualiser ses ressources. Ça passe par notre histoire de créer des objets open source pour que tout le monde s'en saisisse, mais aussi ce temps, typiquement ces webinaires, pour que petit à petit, il y ait des échanges pair à pair et que chaque territoire puisse partager ses retours. Je pense que certains d'entre vous suivent d'ailleurs la Fabrique des transitions dont on est membre. Voilà, des espaces comme ça où on partage entre territoires. Donc j'ai terminé. Je vais vous poser quelques petites questions, puis après, je vais vous laisser vous surtout poser des questions dans le temps qui nous reste, la demi-heure, je crois qu'il nous reste. Petite question, petite remarque d'abord sur ce que l'on peut faire, nous. Donc chez Collab, on est 3 pour l'instant, donc on n'a pas vocation à accompagner, je vous dis, on n'était pas un bureau d'études, donc on n'a pas vocation à accompagner tous les territoires que ça intéresse. En revanche, dans le dernier webinaire, on a eu beaucoup de demandes, plus d'une vingtaine, dans la foulée, et on sait qu'à chaque fois, ça, a priori, ça plaît, ça soulève des questions et ça pose des demandes. Alors, on peut quand même faire des choses, et on peut faire 3 choses. La première chose, c'est que vous allez avoir les liens vers les templates. On est en train de créer un petit guide pour que vous soyez aussi autonome que possible. Donc ça, c'est déjà accessible, hein. Vous avez accès à tous les supports. Et donc, allez-y librement, faites-en des choses et contactez vos pairs sur les territoires pour vous en saisir sans nous. C'est une première proposition. La deuxième, c'est qu'on peut également, c'est le cas aujourd'hui, mais on peut aller plus loin pour faire de l'appui, du transfert de connaissances et de compétences à des acteurs locaux. Alors, ça peut être chez vous des agents qui souhaiteraient se former à la méthode et aller plus loin, parce que vous filez les templates, c'est bien, mais en vrai, ça fait du bien d'avoir un petit peu de coaching. Donc, on peut faire ça, surtout si vous vous mettez à plusieurs territoires. Donc, ça peut être vous-même, vos agents, mais aussi vos opérateurs ou des cabinets de conseil. Nous, on n'a aucun sujet de concurrence. On forme avec plaisir toute structure qui a envie de le faire et on ne lui demandera pas des royalties. Donc, si vous avez des structures comme ça en tête, mettez-les en relation avec nous. Et enfin, là, c'est la partie la plus ambitieuse et on a eu quelques demandes. Et ça, on ne peut pas en traiter 50, hein, on peut traiter encore 1 ou 2 territoires de plus. On est toujours intéressé d'avoir quelques partenaires forts sur des démarches de recherche-action plutôt à moyen long cours, de quelques mois à plusieurs années. C'est typiquement comme ça qu'on travaille avec le TCO pour approfondir des aspects de ces démarches qui sont encore aujourd'hui ouvertes. J'ai cité le cas de la gouvernance. Hein. On monte en ce moment une thèse CIFRE sur les partenariats publics-privés civiques. Donc, on est encore à l'écoute de territoires qui se posent ce genre de questions et qui pourraient servir de territoire d'études pour cette future thèse. Donc, voilà, typiquement, on peut aussi faire des partenariats de recherche qui peuvent prendre plein de formes différentes avec des territoires, mais là encore, c'est sur quelques territoires. Voilà. Merci à tous.